Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur de BD Martin Panchaud qui nous racontera comment on peut foirer ses études et malgré tout gagner le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême. Mais avant de passer à l'interview du jour, on aimerait remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. On envoie un max de love à Élise Ange-Albert, Nina Chassutillier, Florence Flotte, Véro Randriana, Béatrice Ménuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vigneault, Marion Couder, De Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvou, Lou Bimi, Julie Bandy, Flore Cousseran, Mélanie Zezima, Grieving Cruz, Bérangère de Rennes, Mathilde Laurent, Oyana Echemendi, Jeanne Guérard, Michael Fortuna, Domi Oko, Jeanne Avril, Mélissa aka Sino, Alban Limousin, Maria Sellar et Manuel Aldeguer. Un grand merci à vous. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club dont fait partie notre invité aujourd'hui, rendez-vous sur www.patreon.com/senscreatifpodcast ou sur www.tipeee avec 3e.sens-creatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode. Et sans plus tarder, on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Panchaud, auteur de BD suisse et lauréat du Fauve d'Or à Angoulême cette année pour sa bande dessinée, La couleur des choses. Laurent et moi, on a adoré. Et vous en avez probablement entendu parler si vous suivez un tant soit peu l'actualité de la bande dessinée. Alors sans plus tarder, on est hyper heureux d'accueillir Martin Panchaud. Salut et bienvenue sur Sens Créatif, Martin. Salut Martin. Salut, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Super content que tu sois là avec nous. Je suis très heureux aussi. On va pouvoir geeker BD jusqu'au bout de la night avec toi. Alors, je suis à votre disposition. Toute ma journée. Bon Martin, tu connais la chanson, vu que tu es un auditeur de longue date du podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer, brièvement te présenter et surtout nous dire, c'est hyper important pour nous de savoir ce qui te motive à sortir du lit le matin. Alors je suis Martin Panchaud, je suis actuellement à Zurich et j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle La couleur des choses. Je crois que c'est ça. Et ce qui me motive à sortir du lit le matin, alors tu vois, j'écoute pratiquement tous les épisodes et j'ai pas préparé de réponse. Alors je suis pas un bon élève. Bah si, au contraire, c'est bien, parfait. Non, alors en fait ce qui me motive, en fait c'est je peux dire c'est mes enfants. C'est le fait qu'il faut les préparer, les amener à l'école. Mais en fait, j'ai jamais eu de la peine à me lever. Et en fait, je suis assez un bonhomme du matin. Et donc c'est naturellement que je sors du lit avec joie. Trop bien. Alors il y a pas de raison en fait. C'est ça qui est sympa. Oui. Non, mais tous les invités ont des réponses différentes. Les enfants, le café, la patate pour aller démonter les trucs, pour faire des choses, ou genre, non, c'est trop galère. Moi, je suis un night owl. Moi, j'aime bien le soir et tout. Donc, non, mais il y a cela aussi. Qu'est-ce qui t'habite, tu vois, au fin fond? Le cheval. T'accomplir. Oui, je sais. Je pas fait. Oui. Bref. On en parlera des chevaux tout à l'heure. Private joke. Alors, il va sans dire, Martin, on te l'a déjà dit, mais on adore ta bande dessinée. Et merci il y a beaucoup. Petit quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand j'ai fermé la dernière page de ton livre, je me suis plongé dans le remerciement parce que je suis comme ça. Même quand je lisais des albums de musique, j'allais tout le temps voir les remerciements. Et là, qu'est-ce que je vois? Le logo de l'Octopode. Et là, boum! Oui. Ça m'a fait penser à Michael Serra. Reconnecté. Bien sûr. Notre ami, quoi. Et que j'ai interviewé au tout début de Sens Créatif, genre épisode 5. Donc. Tout à fait. Je savais qu'on avait reçu au Meet the Talent aussi. Qu'on avait reçu. Et c'est là que je t'ai rencontré, Exactement. Martin. Exactement. Voilà. C'est là qu'on s'est vu. Mais donc voilà, on le dit souvent que tout est connecté sur Sens Créatif. Je savais que vous vous connaissiez avec Michael, mais j'ai été surpris de voir le logo de l'Octopode. Donc du coup, est-ce que tu peux un tout petit peu nous raconter où est l'affiliation là? C'est quoi ça? Petit flashback. Alors, l'Octopode, c'est une association que j'ai fondée avec Michael Terra, qui nous a permis en fait de faire un livre qui s'appelait Jardin, qui était un laboratoire où on voulait en fait explorer des voies à la bande dessinée. Et on a choisi un thème qui était le jardin,
une couleur, enfin c'était du noir et vert, bichromie, et on a invité en fait des graphistes, des photographes, des plasticiens, des performeurs, des peintres à faire de la bande dessinée. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est justement de savoir un peu comment eux, qui ne le font pas en fait, allaient aborder ce sujet. Et donc pour le coup, moi je me suis dit, sortant d'études de graphisme, que j'allais allier un peu ces deux passions qui étaient la bande dessinée et le graphisme, et se dire tiens, comment moi je peux raconter une histoire avec un minimum d'éléments possibles. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert ce petit langage fait de points et tout ça. Et vu qu'on est dans mon atelier, je peux vous montrer le livre. Qui est juste ici. Voilà, ça c'est le premier projet d'Octopod. Alors c'était typiquement genre Jeunet fou comme projet, parce que ça nous a coûté une blinde en termes financiers. Enfin, on a levé des fonds, on a tout mis dedans, de la défonce, du vernis sélectif, enfin la totale. Et on a oublié de se payer, évidemment, et de le vendre aussi, parce que voilà. Mais c'est là en fait où j'ai démarré. Et donc l'Octopod maintenant nous sert à financer nos projets, autant c'est les films les projets de Michael que les miens. Et c'est en fait en partie grâce à l'Octopod que j'ai pu financer La couleur des choses. Voilà à quoi ça ressemble. Ah oui, ouais, c'est la matrice de ton projet aujourd'hui, quoi. Complètement. Voilà. Incroyable. Ça remonte, hein, ça, il y a ça quoi, 10-15 ans? 2008. Ouais, 15 ans. Ouais. Oh là là, t'es vieux, mon gars. Non, mais comme quoi, c'est intéressant de voir, genre, tu sais, tu gagnes le prix, là, en 2023, et tout le monde s'affole et tout. Et en fait, ça fait déjà 15 ans que quelque part, que tu travailles ce langage. Ah, complètement. C'est génial. Et c'est exactement ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que tu gagnes tout dès ton premier bouquin. Ça fait une sorte de success story, parce que tu avais déjà gagné des prix aussi avec Édition Moderne aussi. Et mais voilà, la genèse en fait de ce que tu travailles, elle remonte à loin. Et on va explorer ça ensemble aujourd'hui, tous les trois. Ouais. Alors, je suis ravi. Pour remonter dans le temps, mon cher Martin, j'ai trouvé une petite citation dans Society que j'ai bien aimée, qui disait l'avantage d'avoir foiré ses études, c'est de comprendre que l'école n'est rien d'autre qu'un système. Et si tu ne t'agglomères pas à un système pour plein de raisons, tu construis le tien et tu traces ensuite ta voie. Je trouve que ça résume assez bien ton travail. Et t'imagines bien qu'avec une telle citation, je peux avoir qu'une seule envie, c'est de creuser cette partie de ton histoire. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter le jeune Martin? Alors, le jeune Martin. Alors, en fait, j'ai deux existences maintenant assez distinctes, qui sont pratiquement égales en termes de temps. C'est que, en fait, vu que je suis un dyslexique, mais alors on peut mettre ça à la faute sur l'époque, mais en gros, j'ai une telle dyslexie que j'ai pas été détecté comme tel et que j'étais autre chose. Et donc, en fait, j'ai eu des études obligatoires classiques catastrophiques, je crois qu'on peut le dire. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai une graphie qui est catastrophique, j'ai aucune notion d'orthographe et je sais à peine lire. Enfin, à l'époque, je savais à peine lire, déchiffrer un texte était pour moi un calvaire. Et donc, n'ayant pas ces outils-là, on n'a pas accès aux autres savoirs, parce que c'est vraiment la porte d'entrée. En tout cas, l'école nous explique que c'est, même si j'entends, je vois et je parle, tout passe par l'écrit, tout passe par la lecture. C'est la voie du savoir, elle est là. Et donc voilà, je traverse des classes spéciales, enfin bref, c'est une catastrophe. Jusqu'au jour où je découvre en fait le monde de l'art, qui est pour moi une renaissance, dans le sens où enfin je trouve du sens à beaucoup de choses. Et puis en fait une voie, une échappatoire en fait à ce qui m'animait. Je crois qu'en fait les heures que j'ai passées seul au fond de la classe à me taire, à méditer, à surtout pas faire de bruit pour pas qu'on m'interroge en fait, a été une source d'utiliser l'imaginaire et l'échappatoire assez importante. Et après en fait alors comment je suis arrivé à la bande dessinée, ce qui est un peu particulier, de faire des livres alors qu'on sait à peine lire et écrire, c'est pas le truc évident. C'est que moi, ce que je voulais faire, c'est du multimédia. J'étais assez doué dans ce domaine-là, et donc j'ai fait une préparatoire pour rentrer dans une école qui m'a d'abord accepté sur un dossier artistique, puis qui a vu mes notes catastrophiques, tout ce qui était histoire de l'art, tout ça, les profs bitaient rien à ce que j'écrivais, donc c'était. Au début, ils ont pitié, alors ils mettent la moyenne, puis après ils se rendent compte que c'est peine perdue, donc
il lâche prise. Et donc, je me retrouve dans une école privée au fin fond du Valais, qui est les montagnes suisses, en gros. Et là, en fait, c'est du multimédia et de la bande dessinée. Et il y a tellement de passionnés de bande dessinée qui vont dans cette école, qui est la seule de Suisse, que je me fais présenter ce langage, ce style et cette culture que je ne connaissais pas du tout. Et c'est là que je rencontre Michael Terra, à qui je dois beaucoup. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un. J'invite à aller voir son travail, à aller découvrir son univers. Il a en fait, quand je suis arrivé dans cette école, j'étais limite dépressif parce que une porte s'était ouverte, une échappatoire à ce monde, et s'était refermée, et j'étais de nouveau dans cette mécanique. Et puis j'avais 18 ans. Enfin bref, c'était assez lourd. Et Michael, en fait, on a très vite matché. Et puis vraiment, je l'ai vu travailler. Il a une rigueur, une volonté. Il arrive à tordre la réalité pour créer des trucs qui sont assez fabuleux, je trouve. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, cette période était assez complexe, mais je crois qu'aujourd'hui, elle est très utile parce que, ayant cherché à apprendre 1000 fois à lire, à écrire correctement sans y arriver, m'a donné une sorte de résistance à l'échec qui est très utile. J'ai une sorte de capacité de me remettre au travail, une volonté de faire comme ça qui dans l'environnement de la bande dessinée, ou même artistique en fait, et économique, qui peut être assez violente, est assez utile. Ouais, c'est chaud. Aujourd'hui, tu es vachement connu aussi pour la bande dessinée, mais justement, le fait de te prendre ces murs, il me semble que ça t'a amené aussi à développer cette autre petite activité. Je sais pas si elle est petite d'ailleurs, que peut-être les gens qui t'ont interviewé ou que tu as rencontré, je sais pas s'ils connaissent Creative Quest, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, parce que tu aides les artistes à lever des fonds et à vivre de leur art, et il me semble que c'est un peu ton secret sauce face à l'adversité pour avoir réussi à faire accoucher tes projets, quoi. C'est fort. C'est ça. Alors en fait, au début, c'est vraiment, encore une fois, je reviens à Michael Terra, à qui je dois beaucoup. On te fait des bisous, Michael. Ouais, Michael. Ouais. Sans fausse flatterie, mais lui, vraiment, il nous a présenté la manière dont on pouvait demander aux villes, aux cantons, aux régions, aux fondations, en fait, des soutiens à la culture. Ça existe. Et il faut passer. Alors, il faut présenter un dossier, il faut présenter son travail artistique, mais il faut aussi présenter des chiffres en termes de budget, plan de financement, tout ça. Et cet aspect-là, en fait, est très obscur. Et même nous, au début, on y allait un peu la fleur au fusil. On avait des bases de connaissances, mais c'est pas la partie qui nous plaisait le plus. Et à un moment donné, j'ai switché. Je me suis dit, à un moment donné, j'étais un peu, encore une fois, en fait, la créativité, mais ça tu le dis très bien, c'est des vagues, en fait. Des fois, t'es un peu en haut, comme ça marche bien, puis tout d'un coup, tu te retrouves dans le fond du trou, puis tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pivoté, et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à l'argent, parce que c'est vraiment la clé de ma liberté, de mon temps de travail. Et j'ai commencé à étudier, en fait, tout ce qui était de l'ordre de l'entrepreneuriat, puis de l'ordre de la gestion, de la comptabilité, puis ce qu'est l'argent aussi, quelque chose qu'on fantasme beaucoup. Et même, j'ai envie de dire, et c'est même après coup qu'on me dit, mais dans la couleur des choses, le sujet de l'argent est assez central. Ah oui, ouais, c'est clair, oui. Est-ce que tu as gagné 16 millions, Martin? Pas encore. Pas encore. Je compte. Et donc voilà. Et en fait, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient en demande et en question de tout ça. Et là, j'accompagne, des artistes. J'ai mis un peu ce projet en pause depuis quelques mois. J'imagine. En fait, j'ai un plan de travail où je vais faire tout ça dessus, puis tout est en pause parce que j'y arrive pas, en fait. Tu arrives pas à travailler dessus, j'ai plus de temps, en fait. Ah oui. Oui, ça, on en reviendra, en fait. En fait, mon agenda est devenu un champ de bataille où chaque slot est un combat. C'est la rançon du succès. Donc, on a de la chance de t'avoir aujourd'hui. Mais c'est avec plaisir. Voilà, ça, c'est des slots que je garde précieusement. Je te remercie. Ouais. Donc jusque là, mais attends, mais toutes ces années avant,
parce que voilà, t'es arrivé sur la map avec la couleur des choses, mais toutes ces années, donc tu nous dis voilà, c'est galère les études, une porte s'ouvre, elle se referme, puis après tu apprends à lever des fonds. Mais comment tu fais ces 10-15 années justement depuis l'Octopod jusqu'à aujourd'hui? Tu travailles, tu gagnes ta vie comment? Tu développes quel type de projet? À quel moment la couleur des choses commence? Enfin bref, je t'envoie plein de questions, mais tu vois, c'est genre, est-ce qu'on peut remettre les petits bouts ensemble? Ouais. Alors en fait, moi je finis mes études de bande dessinée, c'est super. Sauf que on m'explique bien que c'est pas un métier, que tout le monde galère, qu'il y a un système économique qui est vraiment très très difficile. Et puis en fait, dans les années 2000, il y a les années 90 qui sont très riches. Dans les années 2000, il se passe plein de choses, c'est très vivant. Enfin, j'arrive vraiment. Moi, mes études, c'est 2001-2004. Donc ouais, au niveau de la bande dessinée indépendante, il se passe énormément de choses à cette époque. Ouais, c'est un grand vivier. Exactement. Et puis il y a des festivals. Enfin, il y a une sorte de bouillonnement qui fait que c'est très réjouissant. Sauf qu'on nous explique que voilà, on fait les calculs, ça va pas. Donc je fais des études de graphisme. Je retourne dans l'école qui m'a jeté sur mes notes. Oh, et je leur dis bon, maintenant je suis là pour faire du graphisme. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était vraiment louche. Hein. Je pense que j'ai vraiment laissé ma place à un autre. On m'a dit il faut en virer un. Et j'ai fait bien comprendre que voilà. Donc je suis passé sans test rentré dans cette école et j'ai appris le graphisme. Me voilà nanti d'un ce qu'on pourrait appeler un BTS, je crois en France, parce qu'il y a un papier qui n'est pas une hautes études. Hein. Moi, les hautes études m'ont fermé la porte définitivement. J'ai pas de maths, j'ai pas de bac, enfin, j'ai rien du tout ça. Ah ouais. Et c'est la crise systémique des subprimes qui fait que il y a plus d'argent, il y a plus de travail, et durant mes études, tout le long de mes études, en fait, j'ai fait veilleur de nuit dans un hôtel. Et ça m'a permis, en fait, familial, voilà. Familial. Si tu veux. J'ai fait mes petits devoirs. T'avais des petits devoirs, voilà. Donc voilà, c'est mon père qui a fondé un petit hôtel de 24 chambres. Et en gros, c'est ok, je te paye tes études, mais toi tu viens bosser. Et c'est la joie d'avoir un père comme patron, c'est que on est invirable, mais en même temps on est. C'est vrai. Et il te trouve toujours quelque chose à faire. Ah mais il y a en fait un hôtel ça ne ferme jamais. Donc il y a toujours besoin de quelqu'un. Et moi je prenais des slots de nuit le week-end. Donc voilà. Et donc voilà, j'avais cotisé et donc je me retrouvais en fait, j'ai gardé ce job. J'avais cotisé au chômage et donc j'avais accès au chômage, j'avais du temps en fait pour revenir à la bande dessinée, pour lancer le projet de l'Octopod, pour faire tout ça. Et un jour, le mec du chômage qui regardait plus mon niveau de dépression plutôt que s'il y avait du travail, parce qu'il m'avait dit il n'y a pas de travail, on vous envoie en chercher, mais il y en a pas. C'est 2008. Et donc, je dis, moi, j'aimerais bien voyager. Et il me dit, je peux vous envoyer à Londres pour apprendre l'anglais. J'ai dit, super. 3 mois à Londres, dans une école pour apprendre l'anglais. Et c'est là, en fait, c'est en 2011, donc j'ai fini l'Octopod, que je démarre ce projet, La couleur des choses, où je commence à écrire le scénario. Wow. Donc c'est pour ça que ça se passe à Londres. Ah, yes. C'était là-bas. C'était là-bas. Et alors pour ceux qui l'ont lu, en fait, la maison où se passe l'action, c'est là où j'ai habité. Voilà, et ma logeuse faisait des gâteaux d'anniversaire qu'elle vendait après. Voilà. Ok. Où tout a commencé. Et donc, je démarre ce projet d'écriture et là, quand je le montre, j'ai un peu un effet. Je fais un concours qui est le concours de Jeunes Talents bande dessinée Genève, pour dire vite, que je remporte, qui va avec 5000 francs, qui a pour l'époque était vraiment grosse. Voilà, le chômage, il me payait 80% de ce que je gagnais à l'hôtellerie. Donc c'était vraiment des sommes très 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 faibles. Enfin ça me payait mes charges en gros, au minimum. Et donc voilà, je sens qu'il y a un truc intéressant, donc je continue à développer ça. Et puis c'est très paradoxal parce que j'ai un boost positif, mais j'ai aussi 15 portes qui se ferment. Je fais des dossiers qui sont refusés, je montre à des éditeurs qui trouvent ça intéressant, mais c'est pas dans leur catalogue.
Et donc j'évolue comme ça à coup de petits mandats à gauche, à droite. Enfin, récemment, je fais partie d'une association d'artistes qui avait cette phrase qui parlait que les artistes avaient des vies bricolées. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment, voilà, tu fais un peu de mandat ici, un peu de presta, un peu de machin, ton travail artistique, des levées de fonds, des bourses, des machins. Tu agglomères tout ça et puis ça te fait un peu un quotidien qui est très incertain. Ouais, complètement. Et tu faisais des missions de graphisme, des petits trucs de bande dessinée, d'illustration. Alors, j'en ai fait très très peu parce qu'en fait, là, c'est ça qui est intéressant et c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que on voit mes réussites, mais on voit pas mes échecs. Mes échecs, j'en ai quand même pas mal. Et il y a des moments où je suis très mauvais aussi. Donc, en fait, raconte-nous les très mauvais. Moi, je suis très mauvais par exemple, pendant longtemps, j'ai mis du temps à comprendre comment travailler avec un client. Le client m'énerve. Je veux faire quelque chose qu'il veut pas. Et j'ai eu une phobie des clients. Encore un client. Non, mais en fait, il va me donner de l'argent pour faire un truc que j'ai pas envie de faire. Non, mais c'est toujours. Alors, c'est le client qui s'investit, c'est ça le problème. Le client qui s'en fout, c'est bien parce que tu fais ce que tu veux. Il te donne un cahier des charges, tu t'ébrouilles, t'as le cadre, voilà. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, alors là, je peux aussi vous les montrer s'ils sont pas trop loin. Oui, ils sont là. Alors, il y a bien longtemps, j'ai fait des rapports annuels très fins de démineurs. Et là, ça m'a permis en fait de leur dire, mais on fait de la BD dans le déminage. Donc, je vais raconter comment on fait ça. Et ça, c'était des super clients qui payaient très bien, qui étaient très sympas. J'en ai fait ça pendant 3 ans, par exemple. Et ça, ils me payaient suffisamment en fait pour vivre ma vie d'artiste, donc sans enfant, hein, on l'entend, pendant quelques temps. Et justement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais de vivre à coup de, je sais comment je vais payer mes factures sur les 2 prochains mois, mais après c'est un mystère. Ah, c'est chaud. Ça allait un moment, et c'est là où je me suis dit, non mais vas-y maintenant, je veux de l'argent. Je vais lire Réfléchissez, devenir riche, Père riche, Père pauvre. Enfin, tous ces bouquins de développement personnel sur le thème de l'argent, qui m'ont franchement, j'ai fait un pivot, quoi. J'ai vu tout ça différemment et. T'as mis les petites briques dans le bon ordre pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et pour réussir à accomplir ce que t'as envie. Et voilà, nous on voit juste le bout de l'iceberg. Et il y a toutes ces années. Parce que c'est clair que l'entrepreneuriat ou l'argent pour beaucoup d'artistes c'est pas sexy. Ou faire des boulots alimentaires pour nous permettre de faire nos projets d'auteur, c'est pas sexy non plus. Et puis voilà, tu nous dis voilà, la couleur des choses a commencé en 2008 si je me trompe pas. 2011. 2011, on est en 2023 quoi. 12 ans à coucher ton bébé. Ouais. Enfin non, c'est pas vrai parce qu'il est sorti en 2020 en allemand, je crois. En 2020, oui. Mais et techniquement, je l'ai fini en 2019. Ah ouais. Donc, c'est quand aujourd'hui on me dit ouais, parle de ton livre et tout ça. Eh oui, il est vieux, il est déjà fripé, ce petit bébé. Ouais. mais d'ailleurs entre le moment où où il y a cette genèse qui commence pour la couleur des choses et là où on en arrive maintenant, en fait, tu t'es quand même passé justement par ces étapes dont tu parles, avec ce style unique en fait qui est de représenter les choses, les éléments, le temps qui passe aussi. T'arrives très bien à faire ça par des plans vus de haut, comme si on était dans un drone en fait. Et on a cette lecture là en fait, cette lecture de drone. Qu'est-ce qui fait que tu as persisté en fait à utiliser ce style-là en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à persister là-dedans? Parce que tu l'as expliqué tout à l'heure, tu avais besoin d'un langage que tu n'as pas pu développer à cause de ta dyslexie, et finalement tu t'es approprié ce langage-là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment continué et que tu as insisté? Parce que c'est très jusqu'au boutiste quoi. Ouais. Et puis j'imagine que dans la bande dessinée, on t'a pas tout de suite accueilli à bras ouverts en disant waouh, c'est génial. Oui, aussi. Non, alors, non, pas du tout. Enfin, ça dépend. C'est justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si j'avais que des portes fermées, si on me disait non mais passe à autre chose continuellement, c'est clair que j'aurais fait autre chose. Mais j'ai eu à chaque fois, comme je le disais, une impulse qui dit ben en fait vas-y quoi. Il y a un truc qui marche. C'est un peu rencontrer 50 personnes qui sont indifférentes et une personne qui est vraiment touchée par ce que tu fais, et cette personne-là va te donner suffisamment d'énergie pour dire non mais ça vaut la peine, il y en a plus, je peux continuer.
Et pour faire un peu la chronologie rapide, donc je gagne ce prix en 2012. Puis je vais à Paris dans une résidence. Donc là aussi c'est des dossiers qu'il faut appeler, des concours machin. Et là en fait je développe un grand format narratif. Je me suis dit mais en fait j'aimerais que la bande dessinée rentre dans les musées. Donc je fais la course d'Ascot qui est dans le livre, une course. Oui. Et je la développe à Paris. Je rencontre des gens. Là aussi j'essaie de rencontrer des éditeurs. Que des réponses négatives. Je contacte beaucoup de gens. J'essaie de les rencontrer. Impossible. J'ai rencontré personne en fait. Voilà, j'ai cette course dans ce livre. Et là, j'en fais un grand format narratif et je propose ça à un concours qui est c'est un truc, on va appeler ça le soutien de Genève à la création, qui est vraiment un concours en mode Jeux Olympiques, quoi. Les artistes à Genève, on est un peu donc faut faire une lettre. Si la lettre est acceptée, on peut faire un dossier. Si le dossier est accepté, on peut faire une exposition. Et si l'exposition est suffisamment bien, on gagne un prix. Ah oui. Donc voilà, faut passer. Non mais ça a un peu changé maintenant, mais c'était vraiment. Et moi, je montre cette image, j'ai agrandi la couleur des choses. Ça avait 50 pages que je montrais. Maintenant, il y en a 2 chapitres, si vous voulez. Mm-hmm. Et je gagne 10 000 francs, machin, et tout. Le maire qui remet la petite enveloppe et tout. Et je me dis non mais c'est bon, là j'ai eu un prix, j'ai eu ça, je vais trouver des éditeurs. Et là, de nouveau. Que nenni. Oh là 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 là. Et je continue, je me dis c'est pas assez bien, faut retourner au travail, et je continue à scénariser. Je me dis mais il me faut un vrai roman, un truc qui fasse 300 pages, plusieurs personnages, des rebondissements, des récits, enfin une péripétie quoi. Et donc je me remets au travail, et durant cette réalisation, j'ai mon personnage qui regarde un extrait de Star Wars, et donc je commence à adapter la Star Wars de bout en bout. Et donc ça, c'est 15, je commence. Pour la petite anecdote, j'ai mon client qui me dit oui, on veut aller très vite, il faut que tu bloques du temps, et j'ai mon épouse qui va accoucher de jumeaux. Donc moi, j'ai pris mon calendrier, j'ai tout rayé comme ça, les 6 prochains mois, je ne fais rien. Mais vu que mes jumeaux dormaient bien et vu que mes clients étaient en retard, j'avais du temps. Et donc j'étais chez moi en train de faire du Star Wars, une sorte de hobby. Mais donc Star Wars a émané de la couleur des choses, mais t'as été connu avant Star Wars. Enfin, on t'a connu avant la couleur des choses pour Star Wars. Voilà, ça, je pense que c'est ça. Tout est connecté. Exactement. Alors, exactement. Je viens de poster le lien, donc les personnes qui sont sur Twitch vont pouvoir aller voir cet énorme travail complètement dingue. Ils vont s'amuser à scroller, je pense, jusqu'à la fin de l'émission. Et voilà. Et donc du coup, tu peux reprendre ton récit sur Star Wars, qui est un boulot complètement dingue. Moi, je trouve que ça symbolise vraiment très bien ton parcours, qui est finalement de ne rien lâcher. Et quand tu tiens quelque chose, tu te dis pourquoi pas aller jusqu'au bout. Et c'est fou. Voilà. Je te laisse. Oui, alors c'est intéressant comme quoi les choses deviennent évidentes a posteriori. C'est une fois qu'on a fini le truc qu'on peut regarder la chose terminée et se dire ok, en fait c'était ça. C'était ça et alors quand je démarre donc je montre un petit extrait parce que très vite j'ai des idées, très vite ça marche, la petite capsule qui tombe, les petites personnes, enfin l'effet de scroll, ça Dark Vador, voilà, on a envie d'en savoir plus. Mais si on connaît déjà. C'est Boulet qui avait à l'époque fait aussi des strips comme ça que tu pouvais scroller pour oui. Voilà. Exactement, un mec qui ouais, tout à fait. Et puis c'est le webtoon maintenant. Enfin, c'est vraiment un format qui est devenu presque standard, quoi. Et donc je montre ça à des fans de Star Wars. C'est super. Mais là encore une fois, je tombe sur une sorte de forum sur un truc de Star Wars où il y a 5 pélos qui me disent super, continue. Ouais. Puis des vrais geeks. Là tu te dis allez hop, on y va. Allez, et puis je me suis dit ça allait prendre 6 mois, ça allait faire 8 mètres de long, puis 12, puis 24, puis j'en finissais pas, j'ai rajouté des fichiers en fait, puis j'ai mes fichiers parce que ça n'en finissait pas. Et je me suis toujours dit, là j'ai fait le plus dur. Ce décor-là il était vraiment compliqué. J'ai mon Faucon Millenium, ça m'a pris des heures, mais bon maintenant il est là, je le duplique et puis ça va plus vite. Et en fait pas du tout. Et c'est vraiment le piège de ce langage, c'est qu'on a l'impression que tous les ronds sont copiés-collés, mais il y a une telle nécessité de précision dans la narration que ce travail de mise en scène qui est très intéressant, hein, mais de choisir la taille des cases, le rythme, qu'est-ce que je montre, une histoire d'échelle tout le temps, quoi.
Et c'est ça. Et donc je fais tout ça. Et pour dire, comme quoi je me vends très mal, déjà, je suis en train de me remettre en question en ce moment. Je finis et je dis au site, ouais, c'est fini. Et ils me font, c'est super. Et je fais une interview sur ce truc qui est posté sur ce site de fans, et je fais 500 visiteurs. Et ça fait vraiment, tu sais, la Google Analytics, c'est bleu. Et tu dis, bon, bah voilà, c'était ça. C'était Star Wars. Et puis là, je continue la couleur des choses. Et attends, je te coupe 2 secondes, ouais. Martin. Il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Potinstar qui nous dit ce taf. C'est Quentin Dron. Ah, c'est Quentin. Qui dit ce taf était dans tous mes moodboards d'études, fan absolu. Et là, il savait pas que c'était toi. Et donc là, il se rend compte que c'est toi. Voilà. C'est un grand fan. Et en fait, il connaît vraiment bien ton travail, visiblement. Ok. Bah, ravi alors. Enchanté. Et ça m'étonne pas, lui. Donc la couleur des choses. Oui, et donc en fait, pour finir avec Star Wars, je le présente ce boulot à tous les sites qui sont normalement férus de ce genre de trucs, geek.net, enfin vraiment des trucs de fan art quoi, et zéro réponse, rien du tout. Ah, j'ai aucun effet sur ces gens-là. Et donc je passe à autre chose et régulièrement je regarde j'ai mon tableau de bord. Alors, ça a un peu changé, mais à l'époque c'était vraiment la carte du monde avec les gens connectés, les gens en direct. Ouais. Enfin, on a une sorte de. En tout cas, le projet lui il est posté, il vit sa vie quoi. Il vit sa vie, voilà. Même si elle vivote, voilà. Et tout d'un coup, puis j'ai une sorte de compteur de likes en dessous. Puis d'un coup, je vois 400 likes. Je dis, super. Et puis je vois que c'est que des Suédois qui ont liké le truc. Et What is happening? What is happening? C'est passé sur quelqu'un qui avait de l'influence. Et voilà. Et après, ça se rebondit. Il y a des Espagnols. Puis après, ça fait des petits. Enfin, sur une semaine comme ça, il y a en Europe, ça circule. Et je vois vraiment des chiffres impressionnants. Et les États-Unis, genre 50 personnes. Et je me suis dit, le jour où les États-Unis se réveillent, ça va être quelque chose. Et un soir, en fait, on voit cette courbe comme ça devenir assez wow. Moi, je sais pourquoi. Et au bout d'un moment, bah voilà, il y a Marc Hamill qui fait un tweet et qui flingue le site pour 2 jours. En catastrophe, je récupère le coup. Alors, Marc Hamill, faut le dire pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, pour la petite blague, il y a quelqu'un qui me dit, hey, Marc Hamill a posté ton truc. J'étais super, génial. Je fais copier Marc Hamill, coller Marc Hamill, Google, Wikipédia. Puis, en fait, c'est donc l'acteur. Fucking Luke Skywalker. Luke Skywalker. Qui est extrême. Et le Joker, évidemment, dans les Batman. Et le Joker, il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux et quand il like quelque chose, il a une énorme communauté derrière lui et ça devient une boule de feu. C'est Luke Skywalker, s'il te plaît, normal. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, Luke Skywalker like et partage ton travail. Et là, c'est l'explosion. Et du coup, moi, je suis là. Oui, mais moi, j'ai fait un livre et il n'est pas encore sorti. Personne n'en veut. Et là, tout le monde s'en fout. Mon épouse me dit, dis que t'es un fan de Star Wars, même si c'est pas vraiment le cas. Vas-y. Parce que tu passes pour un fou, sinon. Je dis, mais pourquoi un mec a passé autant de temps à faire un truc alors qu'il est pas fan de Star Wars? Et voilà. Mais donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans Star Wars, vu qu'on est un peu en professionnel et puis on est tous un peu c'était geek. Pas seulement le côté geek, mais c'était pas que ça. C'était de se dire, j'ai un scénario qui n'est pas le mien, j'ai un nouveau mythe que tout le monde connaît, et ça me permettrait d'avoir un public qui n'est pas forcément spécialisé en mode j'étudie la narratologie à l'université et je trouve cette œuvre intéressante. Je voulais le public, quoi, les gens qui sont, je voulais au sens noble du terme, quoi, les gens. Et ça m'a permis, en fait, de valider ce style. Et là encore, j'ai dit, OK, j'ai cette validation, c'est lisible, les gens comprennent, je suis pas une sorte et ça me permet, en fait, de revoir un boost sur la couleur des choses, de reprendre ce projet, de le continuer. Mais Martin, tu me dis si je me trompe, mais tu as aussi une validation d'un rôle modèle très important pour toi, Scott McCloud aussi. Je crois qu'il a vu le projet. Oui. Alors, c'est drôle parce que Scott, j'ai d'ailleurs un peu, je crois que j'ai cité son tweet. Il le fait un peu de manière agacée. Il fait un peu, pas de manière agacée, mais il dit oui, c'est bon, j'ai vu. Arrêtez de me retweeter ce truc. D'accord, ok. C'est très bien, ouais. Parce que sympa, quoi. En fait, non, mais il s'adressait pas à Martin. Il s'adressait aux gens qui le taguaient. Oui, c'est ça. Mais pour moi, oui, parce qu'en fait, son livre, en fait, il a balisé plusieurs choses. Je me suis dit, là, il y a un espace vide. Lui, il fait la représentation d'un personnage à un smiley.
à un personnage qui est photoréaliste, mais avant le smiley, il y a une sphère qui dit ça, c'était un bonhomme. Et je me dis là, il y a un espace vide qu'on peut combler en fait, qu'on peut aller. Ouais, en fait, t'as fait la théorie qu'il avait justement de parler de ce qui se passe entre les cases. Qui est un concept hyper important en créativité, c'est-à-dire c'est les silences, le vide en fait qu'on aimerait remplir et qui est rempli par l'imagination. Et toi, tu as été saisir un de ces instants-là pour créer tes personnages en fait en rond. C'est ça, et c'est tout le principe de la bande dessinée qui consiste à mettre en image, à imaginer ce qu'il y a entre les cases et tout ce qui est caché en fait. Et c'est ce jeu de montrer, dévoiler, qui fait que voilà, c'est un langage qui fonctionne. Mais tu as toujours cru à ce langage, enfin dans le sens où c'est quand même hyper unique et genre voilà, ça a été un travail de longue haleine. Peut-être qu'il y a des gens qui tu devais peut-être te dire bon ben les gens vont pas piger, peut-être que c'est mon truc à moi et ça va rester underground ou juste entre moi et quelques fans. C'est ça. Pendant longtemps c'était ça. Star Wars a permis de se dire bah non. Après on m'a dit oui mais ça marche parce que Star Wars. Ah oui. Et moi j'ai toujours cru que en fait c'est un peu créer le livre que j'avais envie d'avoir dans les mains. D'avoir un livre qui a un langage qui est complètement on peut croire obscur. Et pourtant, une fois qu'on prend le temps de le déchiffrer, ben tout se révèle. Ah oui. C'est un peu. On apprend en regardant tes travaux, on apprend parce que tu disposes ici et là des indices qui nous permettent en fait comme un lexique de se dire bah tiens ça c'est tel personnage, ça représente telle distance, etc. Et en fait tu nous donnes les informations en même temps qu'on lit l'histoire. Donc ça c'est intéressant aussi. Ah bah, Martin, j'ai un aveu à te faire, c'est qu'il y a 1 an et quelques mois, quand on s'est vu et qu'on a été manger un morceau, j'ai été voir ton boulot par la suite, évidemment. Ouais. Et je l'avais trouvé intéressant, mais ça me parlait pas, tu vois. Ça me touchait pas. J'étais genre, voilà, ça me parlait pas. Toi, je t'avais kiffé, mais le boulot, ça m'avait pas parlé. Et puis, quand le livre est sorti et que je l'ai eu entre les mains, la première chose qui m'a attrapé, c'est le texte et l'humour. Dès le début, j'étais genre, c'est trop marrant. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, en fait, il suffit juste de quelques pages pour apprivoiser le langage. En fait, on est fainéant. J'étais fainéant de me dire, ça rentre pas dans mes goûts et mes couleurs. Et puis après, on se prend au jeu. Et comme, bon, c'est le terme qui a été utilisé dans toute la presse, mais c'est un vrai page turner. Je l'ai lu en 2 soirs. Tout le machin. Je l'ai lu en 2 soirs d'affilée. Je disais, mes enfants, ils étaient là dans le salon. Genre, ils me tournaient autour et moi, j'étais genre, non, je continue de lire. Tout ça pour dire que, en effet, peut-être que, a priori, c'est pas, si on n'a pas l'habitude, on va peut-être pas vers cet objet. C'est sûr que le prix que t'as gagné, il va aider. Voilà, ça fait péter des a priori en mode, vous devriez vraiment vous y intéresser. Mais il y a ce langage, il y a le ton, l'humour et puis, tout ce que t'as créé, Et tu vois, Jérémy, c'est marrant parce que moi, j'étais forcément acquis à la cause de Martin parce que j'adore ce type de. Bah moi, j'appelle ça la narration séquentielle plus que de la bande dessinée pour faire mon malin. Mais c'est vrai. Et parce que ça mélange énormément de genres. Là, on a du graphisme. C'est la principale finalement c'est le principal qualificatif. C'est un vrai roman graphique pour le coup. Un vrai roman graphique. On peut l'appeler comme ça. Voilà, vraiment fait par quelqu'un qui maîtrise bien le graphisme. Et par contre, moi, ça m'est arrivé sur d'autres auteurs où j'avais ouvert le bouquin. Je raconte toujours, première fois que j'ai découvert les Western c'était dans les années 90, quand ils sortaient les Approximation Continuing Comics. J'ai dit mais c'est torche-balle, c'est dessiné n'importe comment. Et j'ai commencé à lire la première BD que j'avais dans les mains. En fait, j'ai passé ma journée dans le hall de la presse où j'étais et j'ai lu tous ces bouquins parce que je suis complètement tombé amoureux de ça. Et en une seule journée, avoir fait l'effort en fait de comprendre le langage en fait m'a permis d'entrer complètement les histoires. Et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là, c'est que finalement le récit est souvent plus important que le dessin lui-même. Et une fois que t'as compris le récit, que tu l'as apprécié, en fait, tu adores le dessin. C'est complètement dingue. Et je trouve la remarque de Jérémy excellente. Voilà. Merci. Ouais. Et en fait, c'est aussi ce que je remarque en festival, c'est que quand les gens ouvrent le livre, tout d'un coup, tu vois qu'ils se disent, ils sont dans un environnement de bande dessinée, de dessin et tout ça, puis ils voient ce truc. Et en fait, il faut vraiment, il y a un travail d'accompagnement de se dire, ben non, il y a cette petite barrière à l'entrée, mais une fois qu'on est dedans, ça va tout seul.
Et en fait, je me suis toujours guidé dans ce travail de se dire, le but, c'est le moment de lecture. C'est le lecteur qui doit comprendre ce qu'il voit, être porté par l'histoire. Il y a pas de. J'ai fui en fait tout ce qui pouvait être astuce ou effet d'esthétisme comme ça. Et il y a là, je retrouve des vieilles versions en fait du livre où j'avais fait des dessins un peu impressionnants, puis je me suis dit, mais en fait, ça n'apporte rien. Ça fait plaisir. Pas poseur. Et c'est ça. Et il y a vraiment ce travail de trouver la frontière entre on comprend plus rien à c'est trop esthétique, il y a trop de machin et ouais, et puis c'est ça. Une fois qu'on rentre dedans, une fois qu'on a fait l'effort de se dire ok, je vais lui accorder un peu de temps à ce livre, et ben il y a souvent cet effet d'entraînement et j'en suis vraiment ravi. D'ailleurs, c'était une de mes peurs que les gens se disent 25e page, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est fastidieux. Ah ouais, on se répète. C'est pas fastidieux du tout. C'est pas le cas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire le rapide synopsis en fait du livre. Oui, ça fait 15 minutes qu'on en parle et peut-être que les de quoi on parle alors en fait. Alors, je vais vous résumer un petit peu parce que je trouve un résumé qui était sympa. Donc en fait, c'est l'histoire de Simon, qui est un jeune Anglais de 14 ans, qui est un petit peu mal dans sa peau, faut le dire, et qui est victime en fait de la bande avec laquelle ils traînent. Ils le prennent un petit peu pour leur souffre-douleur. Et un jour en fait, il a la chance en fait de gagner miraculeusement 16 millions de livres sur un pari au Grand Prix d'Ascot. C'est les courses de chevaux en Angleterre. T'as oublié de préciser qu'il était un peu rondouillé, wink wink. Ah oui, je l'ai pas dit parce qu'après voilà, il a un petit peu rondouillé wink wink, mais en fait on en parlera tout à l'heure de ce qu'on projette dans les personnages. Et en fait, il gagne cette somme astronomique. Le problème, c'est qu'il a 14 ans. On peut pas encaisser un pari si on n'a pas 18 ans. Et donc, il est obligé de faire en sorte que ses parents, en fait, signent le reçu pour pouvoir toucher la somme. Le problème, c'est quand il rentre chez lui, sa mère est assassinée et son père s'est enfui. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus pour pas spoiler le reste. Voilà. On tombe soudainement dans un truc polar, hyper grave. Voilà, c'est un polar. Voilà, ni plus ni moins dans le vraiment le plus pur genre des polars, avec vraiment une touche d'humour, parfois d'absurde, mais en même temps souvent très très ancré aussi dans une certaine réalité. Voilà. Il y a de l'humour british. Moi, je me suis retrouvé un petit peu j'avais l'impression d'être un peu dans un film des frères Cohen, où ça va de mal en pis, où c'est rigolo et c'est hyper stylé à la fois, quoi. C'est assez raccord. Oui, c'est rigolo parce que très vite il y a les frères Cohen qui arrivent, c'est vrai. Et alors pour le coup, j'y ai pas pensé, tu vois, mais ça reste une de mes références. Et puis c'est vrai que Big Lebowski ou même Arnaque et Botanique, oui, moi, bien c'est sûr, des choses qui sont très très jouissifs, et oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui que j'ai un plus grand lectorat, j'ai plus de témoignages et que cet aspect, en fait, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas construit de manière aussi dramatique que certains témoignages me le disent. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul, c'est une histoire dramatique. C'est vraiment noir. Et c'est très triste. Et moi, j'ai vu un peu ce côté un peu espiègle comme ça de prétexte, de créer des situations, de créer des choses qui pouvaient être très très. Il y a beaucoup de mal-être, mais à la fois c'est cocasse. Ah oui. Et en fait, je me rends compte que certains, on ne voyait pas du tout ça. Ils disaient, mais j'ai trouvé ça terriblement triste, j'ai pleuré à la fin, c'était vraiment dramatique cette histoire. Qu'est-ce que c'est triste. Et des gens me disent, mais je me suis marré de bout en bout. Qu'est-ce que c'est rigolo, votre histoire. Moi, je suis de l'équipe rigolo, hein. Moi, je me suis bidonné, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une projection qu'on se fait, en fait. Et c'est ça, là. Ce qui me plaît dans ce langage, c'est que je peux accompagner les gens, pardon, jusqu'à un certain moment, mais au bout d'un moment, c'est au lecteur de mettre de soi-même pour combler tous les vides et tous les trous. Ah, bien sûr, ça c'est un paramètre dans une histoire. Quand tu la livres au public, elle ne t'appartient plus. L'histoire vit sa vie au niveau du lecteur. Et vu que l'œuvre, au final, ne t'appartient plus, ça a évidemment été encensé par la presse, la critique et tout. Mais est-ce que tu as eu quelques retours qui t'ont fait mal au bide? Attends. Je ne devrais pas en parler. En fait, bien vu, Jérémy. Non, en fait, j'ai non, alors pas du tout, parce qu'en fait, mon postulat n'était, tu vois, avec un fauve d'or. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vas-y.
Voilà, 1, 2. Pardon. C'est good. Avec un Fauve d'or, en fait, il y a un aspect référence. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui étaient très amoureux du dessin, qui se disent, bah, c'est quoi cette histoire en fait on s'est fait un peu la bande dessinée, il y a le mot dessin dedans, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis tombé sur des forums ou des discussions comme ça. Alors, j'ai pas tout lu parce qu'il y a vraiment beaucoup, mais où je vois vraiment qu'il y a un débat sur est-ce de la bande dessinée, est-ce que c'est du dessin, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu donner ça à quelqu'un qui sait dessiner, où va le monde, les intelligences artificielles vont nous remplacer. Ah oui. Et donc voilà, moi j'observe tout ça et je peux, oui, je comprends que ça peut dérouter. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai un haters qui m'a écrit à Noël et qui est devenu un peu enfin, je dis haters. C'est quelqu'un de très poli, mais qui m'a vraiment pris le temps de m'écrire pour me dire qu'en fait, mon livre n'allait pas. Vous êtes une insulte à la profession, monsieur. Je voulais vous le dire poli. Non, mais c'était, en plus, il mélange, enfin, c'est une lettre qui est assez rigolote. Et depuis, c'est devenu un peu un running gag dans ma famille. Voilà. Il s'appelle Guy et il aime pas ce que je fais. D'accord. Donc, il en faut. Quand tes enfants. Mais sinon, pour le coup, même, en fait, quand j'ai eu un interview avec Lucasfilm, qui a pris le projet aussi, qui l'a montré, c'était vraiment super. Ah ouais. C'est très étrange. Ouais, j'ai un interview dans StarWars.com, j'ai un interview. Oui, ok, je l'ai lu, celle-là. Un de mes secrets. Charmé. Un haut fait. Et ils m'ont dit, c'est quand un fan fait quelque chose comme ça, généralement, ça crée toujours de la tension. Il y a toujours des gens qui whizzent le pour le contre. Et là, ils disaient, c'était étonnant de voir autant de gens adhérer au truc. Mais encore une fois, quand les gens lisent Star Wars, pour le coup Star Wars, ils déclenchent un effet de rappel de ce que eux ont vécu avec Star Wars. Je suis pas en train de trahir en fait. Non, puis c'est violent, l'univers de Star Wars au niveau des fans, très très violent. Ah oui, ils sont très très radicalisés. C'est des fondamentalistes, les fans de Star Wars. Déjà, nous qui sommes pas fondamentalistes, on n'est pas toujours d'accord, Jérémy. Oui, c'est vrai. La Fred, c'est nul. Et Andor, c'est formidable. Voilà, je l'ai dit. Pas d'accord. Mais pour l'anecdote de Star Wars, il y avait il y avait quelques fautes où il y avait des erreurs et même des erreurs de traduction et des choses comme ça. Et tant que je les avais pas corrigées, des gens m'écrivaient, c'est super bien, mais j'ai remarqué qu'à X temps, ils disent ça, alors qu'en fait, c'est ça. Et merci de m'avoir corrigé. Tu dois tout le temps faire preuve d'humilité. Merci de m'avoir corrigé. Oui. Et je dis, il faut vraiment que je le corrige, parce que tant que je le fais pas, on va m'écrire. Ouais. Bon, t'as eu plus, du coup, on t'attendait pas au tournant pour la couleur des choses. C'était ton projet que t'as maîtrisé du début à la fin. Mais là, il a fallu convaincre quand même, pas les fans de Star Wars, mais les lecteurs potentiels, et puis trouver un éditeur. Donc, du coup, comment t'as trouvé, parce que quand t'es arrivé sur la map, là, en 2023, en fait, on se rend compte que, il y a eu une première édition en allemand. Tu étais déjà sur la map suisse-allemande. Puis t'as eu un prix en 2020, t'en as eu un en 2021, puis après en 2023. Donc, en fait, tout le monde est un peu là à s'affoler en mode, waouh, Martin Panchaud, truc de ouf. Mais en fait, tu fais ton petit bonhomme de chemin et tu gagnes des prix, et ton livre, il existe déjà depuis un petit bout de temps. Comment t'as fait? Comment le premier éditeur, vu que peut-être tu as pris beaucoup de refus a priori, comment ça s'est fait avec le premier éditeur? Alors je reviens de Paris 2014, bredouille. Enfin, personne ne veut faire le livre. Et on te dit quoi? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on te dit dans tous ces refus? Qu'est-ce qu'on te dit sur ton livre? La plupart du temps, on me dit rien. Tu envoies un projet, on te répond pas. Voilà. Ouais, classique. C'est ça. Ceux qui me répondent me disent c'est intéressant. Il y a toujours ce côté chaud-froid, ça qui est très, très bizarre. J'ai eu du plaisir à lire ton histoire. Mais le style, il y en avait un qui dit j'ai besoin d'un humain qui dessine. Ça fait trop machine ton histoire. Il y en a qui disent ça fait pas partie du catalogue. Il y en a qui disent c'est bien mais c'est pas encore assez abouti. Parle-moi de tes projets futurs. Enfin voilà, c'est du genre c'est bien mais pas pour nous. Et là je vais voir, j'ai un libraire qui me dit il y a le Strapazine. Donc Strapazine c'est un magazine de bande dessinée. Ah oui, mythique. À Zurich. Vas-y, montre des numéros. Je montre 2-3 planches. C'est une vraie visite d'atelier aujourd'hui, les amis. Oui. C'est pas tous les jours, ça. Hein. Couverture du Strapazine, c'est par là. Et puis ça, c'est d'autres numéros. Par exemple, ça, c'est sur des reportages. Et ça, c'était genre sur les promenades. Et c'est toujours, ils invitent en fait
Bref, ça a 50 ans bientôt. Ah oui, ouais. Et les fondateurs du Sherpazine ont aussi créé la maison d'édition Édition Moderne, qui est assez en fait ouvert sur le monde, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, le marché est 50 fois plus petit. Ouais. Et donc, il y a moins ce pôle de la France franco-belge comme ça qui absorbe tout. Et donc, il y a une sorte de pluralité. Ils vont aller un peu picorer partout. Et pour la petite côté, ils ont un modèle économique vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on peut acheter en fait une page de pub dans le magazine et ça paye le magazine. Et elle est illustrée par des auteurs. Et elle est illustrée par un artiste, ce qui fait que c'est un bouquin qui est 100% dessiné. Très bel objet. Ouais. J'ai bossé une fois pour Strapazine, Jérémy. Ah ouais, il y a longtemps. Mais oui, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une porte d'entrée à beaucoup d'auteurs. Ils publient des jeunes, ils osent des styles différents et tout ça. Et quand je vais le voir, David Basler, des éditions modernes, pour lui présenter mon projet, qui me dit vraiment passe quand tu viens à Zurich, montre-moi ton projet, ce qui est unique, ça m'est pas arrivé de nouveau. Et là, je lui montre mon travail, et il me dit, ah, c'est génial, en 40 ans de métier, j'ai jamais vu ça, on va le faire, on va pas en vendre, mais on va le faire. Il est cool. Oui, et parce qu'en fait, il a l'habitude, il publie des auteurs qui sont pas faciles, hein. C'est ça, et puis il a du métier, je pense qu'il s'est pris, enfin, il a tout connu, quoi. Il a eu les grands succès, il publie Tardy ou Sapatrapi, ou d'autres, comme des artistes locaux qui cartonnent en Suisse, et puis des bides complets, hein, enfin, voilà. Et donc, il me dit, reviens quand t'as fini, quoi. Et ça, il me dit ça en 2015. Et j'ai mis en 2019, c'est fini. Il me dit, on va la programmer pour mars 2020. Ça, c'est une bonne date. Je le sens bien. Ah. Et donc, donc le jour du Covid, mon livre sort. Et, le jour officiel où le Covid se déclare. Ah ouais, la date officielle, c'est le 12 mars, date de sortie. Et le 16 mars, il y a tout qui ferme. Ah oui, Suisse. C'est même pas une blague. Wow. Donc, c'est vraiment... Après, pour le monde du livre, c'est pas si choquant, enfin, c'est pas si brutal que, par exemple, pour le cinéma, où j'ai des amis qui ont répété des pièces qu'ils n'ont jamais faites. Et voilà, il a une bonne accroche en Allemagne, il y a plusieurs réimpressions. Et là, toujours, je me dis, la version française, j'ai des prix, j'ai de la vente, j'ai un éditeur allemand, ça va être facile. Mais donc tu l'as écrit en allemand? Tu parles allemand? Non, je l'ai écrit français, donc tout est en français. Ah, ok, mais pas encore. Et il a été traduit et. Ok, voilà. Donc pas du tout. Je te renvoie la balle. Ouais. Et donc voilà, et là en fait le problème c'est qu'il y a le Covid, les éditeurs se rencontrent pas, il y a pas d'échange à Angoulême, il y a pas d'échange à Francfort, et ils s'envoient des PDF et tout le monde dit non, genre ouais c'est sympa mais ça n'a pas marché, c'est pas dans notre collection, blablabla, toujours la même chose. Et donc ils me disent c'est mort. Il y aura pas de version française, personne n'en veut. Puis nous, en plus, David avait vendu la boîte à des nouveaux auteurs, éditeurs qui avaient leur vision, enfin qui ont leur vision. Enfin, puis moi, pour eux, je suis un enfant adopté, quoi, clairement. Mais voilà, moi, j'ai pas de version française, c'est pas possible. Donc, je redemande un soutien à la ville de Zurich. Ville de Zurich, canton de Zurich, qui m'ont bien aidé pour le projet. Je vais à Paris, à la Cité des Arts, à nouveau, et c'est là où je fais votre connaissance. Ouais. Et là, mon objectif numéro 1, c'est de trouver un éditeur francophone. Et là, je tombe sur Serge Avanzik, des éditions Ça et Là, qui me dit non, comme tous les autres, parce que je suis francophone. Ah oui, parce que alors faut le préciser, c'est pas du tout pour la raison qu'on imagine. Hein. C'est parce qu'en fait, les éditions Ça et Là, ils ont l'habitude d'éditer des auteurs étrangers, non francophones. T'avais qu'à parler allemand, t'es suisse, genre. C'est ça. Mais au téléphone, ce qui était drôle, c'est que j'avais vu son catalogue. Et il aime beaucoup ton projet. Voilà, je l'ai au téléphone tout de suite. De nouveau, c'est très vite, quoi. Je découvre ça. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas repéré avant? Et il me dit, ah ouais, ça m'intéresse et tout. Et puis il est à Zurich, il publie en allemand. Ah ouais, publie en allemand, bah ça pourrait marcher. Et puis il me dit, mais toi, tu l'as écrit en français ou en allemand? Et là, je suis en français. Il dit, ah bah non. Je fais que des non francophones. Et là, je me suis dit, mais j'aurais dûu prendre l'accent. Exactement. Non, j'ai un accent, je fais semblant. Là, il a voulu rester sur son alignement premier, en fait, hein, pour pas trahir, ce qui fait que sa maison d'édition fait sens. Quoi.
Exactement. En fait, tu pousses tout le monde à bouger les lignes. En fait, depuis le début, tu forces tout le monde à bouger les lignes. C'est ça. En fait, il y a, c'est toujours, mais je crois que encore une fois, sans fausse flatterie, il y a Michael Terra. C'est de Michael. Hein, on va lui dédicacer l'épisode. Mais on lui dédicace l'épisode à Michael. Voilà. Ouais, mais volontiers. Et en fait, tu peux inventer ta réalité. On te propose des conventions et tu peux te dire, bon, on t'a dit non, bah, c'est une information. On va trouver un autre chemin pour y arriver. Et pour le coup, lui, il me donne plein de noms d'éditeurs, mais dans des boîtes avec leur email direct. Et il me dit, contacte les départs, tu vas sûrement trouver. Et de nouveau, c'est le petit cercle. C'est intéressant, mais et vraiment, je pense que allez, 85% des éditeurs francophones ont eu le projet entre les mains. Ah ouais. Ils s'en mordent les doigts maintenant, ceux qui t'ont dit non, hein? Après, j'aurais dit autrement. T'aurais dit quoi? Je dirais qu'ils s'en mordent les couilles, voilà. Tout ça. Non, mais enfin, mais à part ça, a posteriori, je pense que l'éditeur idéal, c'était ça et là. Oui, bien sûr. Ouais. Ils ont fait un boulot hallucinant. C'était la bonne taille de boîte, c'était le bon. Ils avaient l'expérience, ils avaient la connaissance. Enfin, je veux dire. Et puis, moi, je m'entends super bien avec Serge. S'il faut payer le prix d'avoir 50 refus pour arriver dans une maison comme ça, c'est le prix finalement. Mais tout le monde n'est pas prêt à se prendre 50 refus dans la gueule comme tu l'as fait. Hein. Et c'est ça. Et on en revient au monde de la dyslexie qui en fait a préparé à prendre des coups. Et puis qui est assez utile en fait maintenant. Et donc pour finir l'histoire, en fait, il m'a dit ouais mais et c'est là peut-être petite astuce intéressante en négociation. Qu'on fait de la négociation en live, le point le plus important, c'est se taire. Parce que les gens négocient avec eux-mêmes. Donc parfois, il faut savoir juste laisser du temps passer. Et je le vois à SoBD à Paris. Et là, je lui donne une version du livre. On s'est vu au téléphone. Je me présente de visu. Il me dit ouais, bah non, bah tu vois, ça m'intéresse, mais bah non, moi je fais pas de francophone. Il a réfléchi. Il me dit, en fait, il y a une artiste marocaine qui m'intéresse. J'ai bien envie de publier. Donc francophone. Donc la porte, elle est déjà un peu ouverte. Et là, j'attends. Et il m'a dit bon, si je dis à ta personne, reviens en mars et puis on fera quelque chose. Et là, je lui ai écrit au bout d'un moment, je lui ai dit mais c'est toi l'éditeur de ce livre. On va attendre mars et puis on va le faire. Puis il me répond mais vraiment dans la foulée, il me dit mais oui, je l'ai lu, c'est génial. Donc voilà, mais ça, c'est des mois, c'est vraiment voilà, il faut plusieurs noms et puis persévérer mais pardon, c'est ça qui est aussi, je trouve assez intéressant, c'est que finalement, ce livre pouvait être un échec jusqu'au moment où tu passes le Rubicon. Et pendant très longtemps, c'était un projet qui a été fait, ouais, c'est voilà, jusqu'au moment où on dit, mais c'est évident, c'est fantastique. Bah en fait non, c'est pas évident en fait. Mais ça a été combien d'années de de limbe, tu sais, où tu sais pas trop où t'en es ou au total, tu sais, de travailler dessus et de pas être sûr que ça va marcher. Je pense 8 ans. Non, mais attends. 8 ans de j'y crois. Après, comme je dis, hein, tu gagnes un concours, tu as une subvention, tu dis, bon, ben. Oui. En fait, au cours de chemin, tu as des petites tapes sur le dos et c'est ça c'est précieux. Ouais, mais qui te ramène à nouveau dans un creux. Et du coup, faut aussi que toi tu sois là derrière à y croire parce que c'est ta volonté, ta persistance qui fait que. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un qui a une grande confiance en soi? Et c'est pas de la fausse modestie, d'accord? C'est genre. Non. En fait, non, j'ai. Pardon, j'ai encore ce chat. Sacré chat. Ce chat. Il est derrière. Ah oui. Tout à l'heure. Il perd ses poils, ouais. En fait. En fait, non, j'ai pas une grande confiance en moi et c'est encore aujourd'hui. En fait, quand j'explique ce que je ressens par rapport à avoir tous ces prix, on m'explique mais en fait tu souffres d'un syndrome de l'imposteur, c'est normal. Mais une chose auquel je croyais, c'est que j'avais envie il y a des moments où j'étais down et je prenais mes maquettes en fait et puis je commençais à lire ce livre et je me suis dit mais j'ai envie qu'il existe
j'ai besoin qu'il existe en fait. Je pense que c'est nécessaire. Et je cochais tellement de cases en mode j'ai jamais vu ça. Il y a un côté, un effet. Enfin, je sentais qu'il y avait une résistance que je devais passer pour pouvoir en fait dire ok bon, c'est bon. Quoi. Et j'étais focus en fait sur ce petit, ce point-là précis. Et mais quand on me disait non mais en fait c'est intéressant mais c'est trop indé pour nous, je pouvais dire bah oui c'est vrai c'est trop indé pour Delcourt par exemple qui m'avait dit oui. Il m'avait dit une phrase mais je vais balancer mais il m'avait dit Delcourt m'avait dit ah tu le connais? Je l'ai rencontré une fois ouais pour un projet. D'accord. Ah non alors moi c'est pas c'est un autre éditeur. D'accord. Un autre éditeur de chez il me disait c'est typiquement ce que je cherche en tant que lecteur mais pas en tant qu'éditeur. Donc tu te dis bon bah j'ai un lecteur quelque part par contre j'ai pas d'éditeur. T'es pas bankable. T'es intéressant mais t'es pas bankable. Ouais mais quelqu'un m'avait dit mais enfin au bout d'un moment j'avais fait le CV du bouquin en allemand. 3 réimpressions, prix suisse du livre jeunesse, Frankfurt Allgemeine qui en parle, Süddeutsch, enfin il y avait un truc quoi. Et donc je me suis dit mais bah non, ils ont pas tenté le coup. Il y a une bonne question de Yuio dans le chat qui est aussi auteur. Il veut pas de réponse, mais on va essayer de lui en donner une. Il écrit c'est compliqué cet acharnement. Je connais beaucoup de gens qui ont des trucs à eux qu'ils traînent des années. Comment faire la différence entre une folie perso et un projet vraiment porteur? C'est une bonne question. C'est vraiment un truc. Mais en fait, la réponse, elle est peut-être assez classique, bateau, mais Believe in yourself. Il faut pas. Non, je rigole. Continue. Faut pas s'imaginer que la vie t'amène du stock que tu accumules et qui fait qu'à la fin de ta vie, tu peux dire oh j'ai un bon stock. Je pense que l'existence est un flux, c'est-à-dire qu'il faut voir si le moment où tu te mets à bosser, ça te fait kiffer. Si t'es aligné avec ce que tu fais, si ça fait sens pour toi, si tu mets pas ta famille en danger et tout ça, évidemment, hein, enfin, si tu te mets pas toi-même en danger et tout ça. Mais si le bouquin était sorti en français et avait fait, je sais pas, un petit bide, ben, j'aurais pas regretté le temps que je lui ai consacré. Oui. Je vais pas regretter l'aventure, j'aurais rien regretté, en fait. Et c'est un peu je pense, cette question qu'il faut vraiment se poser et se remettre en question. Hein. Est-ce que je kiffe faire ça? Quand je faisais Star Wars, c'était au bout de quelques mois, je bossais dans un open space. Les gens me disaient mais pour qui tu bosses? C'est qui le client? C'est quoi le projet? Enfin, t'as le droit de faire ça. Mon éditeur, d'ailleurs, il me voyait bosser dessus. Il me dit mais t'as pas le droit. Hein. C'est interdit ce que tu fais. Hein. Tu t'as pas les droits. Hein. Tu pourras pas. Non. Hein. C'est pas possible. Bien sûr. Et tu changes un peu les noms des personnages de temps en temps. J'avais vu. Tu fais R2D2, tu l'écris. Mais ça, c'est dans le script originel. Ah, d'accord, ok. Ah, autant pour moi. Ça, c'est vraiment. Alors pour le coup, et il y en a qui me reprochent justement de changer avoir des trucs, mais. Top alors. Mais t'as pu peut-être t'entêter parce que t'avais aussi développé tout ce côté business dont on parlait au début de l'entrepreneuriat, les fonds. T'avais un roulement, t'avais des fonds financiers qui te permettaient de t'entêter sur des choses dans lesquelles tu croyais et qui te faisaient plaisir. Tout le monde n'a pas cette gymnastique que tu as réussi à trouver. Mais comme il y a ce moment donné où par exemple j'ai plus de thunes et donc je me mets en mode levée de fonds et donc je vais voir le canton de Zurich, la ville de Zurich faire des dossiers en allemand et je parle pas allemand, essayer de convaincre du monde autour de moi et puis tout d'un coup par exemple j'ai eu une année c'était en 2017 ou 2018 j'ai eu 25 000 francs du canton de Zurich et 15 000 francs de la ville de Zurich. Avec ça, c'est bon. Je peux finir mon projet. Et c'est de nouveau des impulses positifs et c'est déjà des trucs et puis voilà. Mais après, c'est clair qu'à un moment donné où je me dis, je suis dyslexique. J'ai aucune connaissance en français. Je suis en train d'écrire des dossiers de subvention en allemand. Est-ce que je suis pas en train de me flageller? Enfin, et c'est clair que, en fait, moi, il y a une référence que j'aime beaucoup, qui est peut-être des petites phrases contrôle comme ça. Je sais pas si vous connaissez Full Metal Alchemist. Ouais. Le manga, ouais. Ce manga. Il y avait un mec qui disait, en fait, les projets comme ça rejoint cette théorie de Lavoisier, je crois,
qui fait que rien se perd, rien ne Bien se sûr. fait, tout se transforme. Et il disait, si tu veux un résultat très élevé, il faut payer un prix très élevé. Et peut-être si t'as pas atteint ton résultat, c'est que t'as pas payé assez cher ce que tu veux obtenir. Et ça dit, voilà, le prix pour obtenir du temps de travail, c'est de faire des dossiers de subvention en suisse allemand, un truc que je maîtrise pas du tout et que je dois me retrouver à faire des lectures de mon bouquin. Enfin, faut aussi imaginer que je parle très mal suisse allemand, un peu allemand, mais j'ai entendu des laudatio, ce qui s'appelle des louanges de mon travail en allemand et je pitais rien. J'étais sur scène, j'étais là, et je comprenais rien à ce qu'on disait. Dankeschön. Et voilà, et se dire mais comment j'en suis arrivé là, quels sont les événements qui m'ont mis c'est fou quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais là encore, faut contrôler. Est-ce qu'on prend plaisir à faire ce qu'on est en train de faire, ou est-ce qu'on est dans l'attente d'une future récompense ou d'une revanche sur je sais pas quoi. Ouais, un ego mal placé, mais rien que le thème de la revanche est intéressant parce que c'est vrai que voilà, quand t'es suite à des échecs, c'est un sentiment fort la revanche, c'est sûr. Et il faut réussir à pas avoir cette intention de revanche et de se dire oui effectivement, c'est le kiff en premier qui me porte et peu importe ce qui arrive, voilà, et le sens que je mets là-dedans. Mais aussi, quand ça marche, tu sais ce que tu as vécu et du coup, ça a d'autant plus de valeur. Moi, il m'est arrivé des moments dans ces 10 dernières années où j'avais vraiment des breakthroughs et ça n'avait pas été simple dans ma vie perso ou professionnelle. Et j'avais vraiment la petite larme à l'œil dans le sens où j'y suis pas arrivé facilement. Et quand j'y arrive, je suis vraiment ému et je suis genre, je l'ai pas volé, je me suis donné corps et âme pour que ça fonctionne. Ou que je débloque ça chez moi ou que je sais pas quoi, ça a beaucoup de valeur. C'est pas grave si c'est pas reconnu par les autres, mais nous, on sait qu'on y a mis le temps, le travail, l'investissement, les émotions, enfin tout. En gros, c'est intéressant. Enfin, genre, il faut kiffer et aussi pas faire les choses à moitié, quoi. Se donner. Et puis après, il y a le temps qui joue. Et voilà, si on y croit vraiment, il y a cette histoire de persistance. Et à un moment donné, comme dans la quête du héros, t'as des petits compagnons de route qui viennent et qui te mettent des petites tapes sur le dos en disant allez, c'est bien, t'es sur la bonne route. Ça n'empêche pas de rencontrer des cavaliers noirs qui viennent te faire flipper, mais malgré tout, tu continues ta quête et puis tu le fonces, ce putain d'anneau dans la montagne de la Moria. Hein, non, je mélange là, c'est pas la montagne, c'est le. Mais on s'en fout, tu vois, t'as réussi quoi, tu vois. T'as une destin. Ouais, tout à fait. Il y a ce côté-là, ouais. Mais c'est ça. Mais tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, je m'attendais pas du tout à voir le Fauve d'Or. Venons-en. Donc, le Fauve d'Or, tu gagnes, du coup, le prix à Angoulême. Et donc, voilà. Donc, je sors le livre en français. Il a une super réception. Puis, l'éditeur Serge fait un super travail de base sur les libraires qui doivent en parler. Comme on l'a dit, en fait, quand tu l'ouvres, t'as pas envie. Et donc, tu as les libraires qui font vraiment le travail de convaincre et il y a des nominations, il y a un truc qui s'enclenche, quoi. Et c'est première réimpression, deuxième, troisième, cinquième, et moi, et là, en fait, le prix que j'obtiens, c'est le prix, un des prix très, très prestigieux, c'est le Grand Prix de la critique de la CBD. On a eu la coupure. Non, il n'y a pas eu de coupure. Il y a une coupure ou pas de coupure? Ouais, c'est bon, tu peux reprendre. Il y a une petite coupure. Ok. Donc, le Grand Prix de la critique ACBD. Et donc, moi, je vais à Angoulême et je reçois ce prix et je me dis, mais je vais à Angoulême pour la première fois avec mon premier livre et j'ai un super prix. C'est donc les critiques et les journalistes de bande dessinée qui ont une association qui votent pour la bande dessinée qui, pour le coup, fait bouger les lignes, a une manière un peu audacieuse de raconter. Donc, c'est déjà un peu limité. On est déjà dans une sélection restreinte. C'est pas toutes les bandes dessinées qui participent. C'est vraiment, voilà. Mais il y a des grands noms. Il y a vraiment, Et donc, moi, j'arrive déjà, en fait, en se disant, en fait, j'ai moins d'enjeux parce que je suis nominé, parce que pour Angoulême. Et donc, je suis un peu plus détendu, j'ai envie de dire. Mais, et donc, durant Angoulême, on me prédit, prix de révélation, machin. Et puis, en fait, on me donne de l'espoir. Et ça, c'est un truc que je peux pas. Et, j'écoute pas, en fait, ces gens qui me disent, non, mais c'est sûr, t'auras quelque chose. Parce qu'à la fin, et ça, peut-être, je le dis aux gens, quand vous dites des trucs comme ça, c'est sûr, tu vas réussir avec ton truc, c'est génial. C'est sûr que c'est un succès, ton projet.
c'est pas eux qui vont payer le prix de la déception le jour où en fait ça marche pas. Donc faut être aussi prudent sur encourager les gens, mais peut-être pas leur vendre du rêve, quoi. Mais bref, c'est plein de bonnes intentions. Et les fauves sont distribués comme ça dans cette cérémonie jusqu'à avoir le dernier. Et puis là, je me suis dit, ça y est, c'est passé sous le nez. En fait, alors, on te prévient qu'il peut y avoir un truc pour te préparer un petit peu. Ça dit, t'es encore en course. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et puis quand il y a Alexandre Astier qui parle de cet effet qu'on vient de parler, qui est on l'ouvre, on comprend pas, puis on rentre dedans, et c'est magique. Et là, tu te dis, c'est moi. C'est la lutte complète. Génial. Mais de nouveau, une épreuve, hein, parce que monter sur scène, recevoir ce truc, faire un discours, moi, j'étais pas bien. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me fout pas bien. C'est vrai, pas bien, comment, pourquoi? Mais c'est un stress monstrueux. C'est un truc, et puis, moi, je me sens pas du tout à la hauteur du truc. Je me dis, j'ai l'impression d'avoir piraté le système et puis d'avoir hacké. Normalement, tu dois publier 5 livres, tu dois machin, tu dois travailler ton machin. Et puis là, tu as le droit à recevoir le machin. Bah, tu l'as travaillé pendant 10-12 ans. Mais oui, non, mais complètement. Mais c'était pas public. Et je suis très heureux. Et il y a aussi un moment donné où faut pas dédire, quoi. Il y a eu un jury qui a fait un travail, donc ils ont pas fait un mauvais travail, enfin, je crois. Alexandre Astier avait l'air de raconter qu'il s'était battu pour que ton livre l'emporte. Vraiment. Ouais. Il y a eu des morts et tout. Ouais, il a tué des gens, je pense. Non, mais ça avait l'air d'être une mission pour lui. Donc je suppose que ça a dû te faire vraiment plaisir. Non, mais c'était génial. Et comment t'as vécu cette frénésie médiatique suite à ton prix? Parce que littéralement, pour préparer cette interview, il y avait tellement de contenu que j'ai fait genre non mais j'ai lu l'article dans Society et c'était suffisant, tu vois, parce qu'il y a eu tellement de presse sur ton travail, c'est un truc de fou furieux. Comment t'as vécu ça, toi? Ça va être chaud. En fait, je suis sorti de la cérémonie de remise des prix et on m'a dit voici, ça c'est Les Ardentes, c'est une agence de presse et eux ils vont gérer la presse. Et donc en fait, j'ai travaillé avec deux filles qui ont monté leur agence et en fait c'est assez génial de bosser avec des gens qui te structurent, qui te disent à telle heure t'as rendez-vous à un tel, et puis eux ils gèrent tous les rendez-vous, tous les trucs, et puis en fait t'es dans une sorte de flow et tu fais que ça. Et donc pour le coup j'ai eu des journées où je faisais télévision, France Inter, France Culture, Paris Match, machin. Puis non, c'est un exercice qui est rigolo pour le coup parce que, et là, c'est peut-être ce qui est assez intéressant, c'est que, et je tiens à le préciser aussi, c'est que il y a des trucs que je lose complètement et qui se voient pas. J'ai des projets qui n'ont jamais décollé, j'ai fait des trucs qui n'ont pas rencontré le public, j'ai fait des trucs moches et puis pas intéressants aussi. Mais personne ne les a vus, ceux-là. Et donc j'avais, avec Creative Quest, justement, j'avais fait ce travail de faire des vidéos. Et pendant longtemps, et ceux qui peut-être ont fait l'expérience de faire des vidéos face cam, c'est dur. Tu te filmes tout seul, tu regardes la vidéo, t'es ultra critique et tu recommences et tu sues et tu passes des journées entières à tourner 5 minutes de vidéo qui sont même pas terribles. Et de fait d'avoir fait ça avec une durée suffisamment longue, j'ai pu être un peu préparé à ce côté interview, répondre aux questions. Et donc j'avais, je pense, un niveau de stress qui était moins élevé que la moyenne. Je me suis dit, mais en fait, ce temps à suer seul chez moi, j'ai cru vraiment que je perdais mon temps, a eu cet intérêt à ce moment-là. Et tu le sais toujours après coup, évidemment. Bien sûr. Et t'es toujours dans une frénésie médiatique, là, où ça se calme? Là, ça se calme. Ça se calme. En fait, à chaque fois que je fais des déplacements, je fais des interviews. Des podcasts, des gens qui m'enregistrent. Et je sais même plus à qui je parle. Tu déroules. Mais c'est chouette. Et puis, mais là, ça se calme. Il y a RTBF. C'est des festivals qui créent les événements, en fait. Et dans ton quotidien, concrètement, gagner ce prix, ça a changé quoi? En fait, ça a demandé une grosse gestion de tout ce qui est vie de famille. Parce que, en fait,
mes enfants ont eu 8 ans il y a 2 jours. Donc j'ai des jumeaux, je suis marié, je suis installé à Zurich. Et donc en tant que avec le contrat tacite, enfin non, pas du tout, le contrat qu'on a fait avec mon épouse consiste à chacun participe à la vie de famille. On a les deux un travail, mais voilà, il n'y a pas du genre je travaille et elle est à la maison, c'est vraiment très équilibré. Et cet équilibre a été complètement rompu un peu du jour au lendemain, et donc il a fallu vraiment faire ce travail-là qui était assez dur. Et puis tous mes projets artistiques sur lesquels je travaillais sont mis au frigo. Ouais. Bah, c'est pour faire honneur au travail que tu as accompli, mais c'est sûr qu'en termes de temps, ça doit être chronophage. Ça doit pas être facile à gérer. Non, il y a des moments, mais il y a ce moment où on se dit non mais vraiment, là j'ai envie qu'on me lâche la grappe parce que j'ai envie de faire mon prochain bouquin, j'ai envie de travailler. Là j'ai démarré un prototype sur un jeu vidéo. Alors au début, mais c'est très excitant comme truc, ça marche bien et tout ça. Et je passe pas assez de temps dessus. Et je me dis mais j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai pas envie d'aller au festival XY qui est super sympa et qui m'invite et qui est super bienveillant, mais il y a un moment donné et ça reste. Ouais, c'est ça. Ce sera la couleur des choses, le jeu. On pourra vivre l'enquête, le road trip et compagnie, avec des petits points. On m'a d'abord proposé ça, puis je me suis dit non mais là, la couleur des choses, ça va. Ça fait 8 ans que je le porte. Ouais. On va faire autre chose. Non, mais dans l'idée Star Wars, tu sais, de prendre l'argent là où il est jusqu'au bout, hein, voilà, avec les objets dérivés. Ah mais ça peut être aussi, tu vois, ta ligne de conduite, de te fixer aussi un cadre et des limites à tout ça, et ça c'est quand même important. Il y a que tes guts à toi qui peuvent te le dire, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si quelqu'un t'encourage, c'est pas forcément pour ton bien, même si c'est bienveillant. Et il y a que toi qui peux ressentir en fait ce que t'as besoin. Ouais. C'est ça. Et il y a un moment donné où je dis mais un fauve d'or, il y en a sans doute, ça va être le seul. Il y a un moment, c'est maintenant. Et puis il y a aussi un effet de construction de plein de choses. Finalement, je me rends pas compte, mais je construis un lectorat qui commence à me connaître. Je construis. Il y a des gens qui m'attendent. Enfin, je fais partie d'un. Même voilà, je fais rayonner mon éditeur. Enfin, je suis plus tout seul dans ma cave et j'ai dû mettre un moment à switcher en fait. Je suis le mec qui quémande, s'il vous plaît, je fais de la bande dessinée, vous voulez bien lire mon truc. Tu deviens moteur. J'ai une liste d'éditeurs. Enfin, j'ai plus besoin de chercher d'éditeurs. Même j'ai des éditeurs étrangers là j'en ai en plein dedans en fait. Et puis j'ai vendu les droits cinéma. On m'appelle pour des projets d'animation, jeux vidéo, machin. Enfin, j'ai switché vraiment dans un autre univers qui demande aussi un autre état d'esprit finalement. Et c'est cool, c'est bien, c'est rare en fait. Il faut aussi dire il y a stuff à faire parce que c'est le moment de le faire. Ouais. On va passer à la toute dernière partie de l'émotion. Oui, il y a de l'émotion, mais de l'émission, Martin. Je lis quelques retours dans le chat. Si vous avez des questions pour Martin, c'est le moment. Si on n'a pas encore répondu, il y a Yu-Yo toujours qui dit les 10 lexiques, je pense, à force de penser comment contourner une difficulté, arrive à un skill d'adaptation folle, l'idée n'étant pas d'être sûr de soi, mais se sentir capable de, même avec une énorme dose de doute, c'est le meilleur des moteurs. Ouais, c'est entièrement ça. Je pense que c'est vrai qu'il y a un côté en fait, il y a un moment donné, mais il y a Pierre Lemaître, pour le coup, ça je peux renvoyer à Pierre Lemaître qui en parle très bien, mais qui fait qu'on a tellement, il y a en fait à un moment donné, en plus en Suisse, moi j'ai l'impression qu'on est retardé en termes d'éducation, c'est une catastrophe. Je vois mes enfants, enfin bref. Mais il y a un moment donné, on dit tellement, mais pour être heureux, faut réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est avoir un beau métier. Avoir un beau métier, c'est faire des belles études. Et là, t'es pas en train de faire des belles études. Et donc, on te dit, ta vie, ça va être un enfer. Parce que tu n'arrives pas à orthographier le mot chat correctement. Et au bout d'un moment, soit tu crois à ça et tu deviens dépressif à l'âge de 5 ans ou 6 ans, soit tu dis, mais non, en fait, personnellement, je souffre pas maintenant, je fais mes dessins, je fais mes trucs. Il y a juste les profs qui m'emmerdent, en fait.
Et donc on détecte très vite comme ça, comme un système que voilà. Mais là encore, on fait des choses avec, il y a des parts d'inconscience, quoi. Faut pas se dire que j'avais un plan qui consistait à me former à la difficulté étant jeune, puis plus tard, tu t'en serais bien passé. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, s'il y a un bouton pour dire, excite à l'école quand j'étais jeune, mais j'aurais appuyé dessus tout de suite. C'est clair. Mais oui, je pense que c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce jeu aussi, on va de réinventer en fait ce qui existe déjà, d'inventer en fait son système. Ça, c'est très confortable. Une fois qu'on a compris que c'est possible. Ouais. Ah ouais. Il y avait Nathan aussi qui disait que pour lui c'était super rassurant justement de voir cette persistance, cette résilience sur un projet. Lui disait que sa propre expérience, il avait déjà passé 6 ans sur un projet de livre et qui était pas encore prêt de sortir. Ouais, mais ça prend du temps. En fait, il y a un super bouquin de Stephen King qui parle du fait d'écrire, et il le parle très bien, c'est écrire Mémoire d'un métier, il me semble. C'est là où il raconte sa vie et son truc. Et voilà, il explique que c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est écrire, c'est lire tous les jours, lire et écrire tous les jours. Et voilà, et au bout d'un moment, t'as un livre. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a Gwen qui a toujours une bonne question, qui dit: comment corriges-tu tes écrits? Tu les fais corriger par les proches? Vu que t'es dyslexique, comment ça se fait? Comment tu joues? Alors, tu vois, tu parlais des remerciements à la fin. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu remercies Google, Apple? Pourquoi tu remercies les sociétés Wacom, capitalistes? Non, mais la page des remerciements, elle fait une page complète, hein, écrit encore 7. Ouais, je dis aussi qu'on n'est pas tout seul à écrire un bouquin. Hein. Faut s'entourer, en fait. Ça, c'est aussi un aspect assez important qu'on oublie. Mais en fait, j'ai connu voilà. Alors au début c'est la famille et je peux vous dire qu'ils en ont bavé avec la couleur des choses. Ils l'ont relu et corrigé, dit mais on comprend rien des phrases, ça veut rien dire et tout ça. Après j'ai la dictée. Ça, je dicte tous mes messages. Ça, franchement, ils m'ont sauvé la vie. Et d'ailleurs, c'est l'outil numéro 1 que je fais, c'est que je dicte. Alors parfois il y a des mots pour des autres. Des fois, je sens qu'ils changent leur programme, qui fait que je dois articuler différemment ou traiter les textes différemment. Un petit dictaphone, des choses comme ça pour quand t'es tout seul? Non, mais en fait, il y a une option maintenant sur les téléphones et les ordinateurs où ça s'appelle dicter. Ouais. Et tac. Okay. Et maintenant, il y a aussi un truc qui s'appelle parole, qui fait que quand j'ai un pavé de texte à lire, parce que je galère quand même à lire. En fait, lire me demande vraiment de la concentration. Il le fait pour toi. Tac, parole, et puis voilà. Et dans les autres petits biais, en fait, j'ai commencé beaucoup à écouter des livres, ce qui fait que ma culture littérature, je l'ai fait un peu vraiment par l'oreille, et que je dessinais en même temps, ce qui fait que tout ton amour pour les podcasts, hein? Tout ton amour pour les podcasts. Et les podcasts, exactement. Et c'est là où en fait une journée sur Star Wars ou sur la couleur des choses, c'est une journée de dessin et c'est une journée de podcast et c'est une journée de bouquins et c'est une très bonne journée. En fait. Que du plaisir, quoi. Que du plaisir. Moi, hier, j'ai écouté un podcast où tu étais invité justement avec ton éditeur et je me suis baladé en forêt en même temps et j'ai super kiffé ce moment-là parce que je me suis aéré, tu vois. Et je faisais des tours, je faisais des tours dans le bois de Vincennes et c'était assez magique et en même temps, tu vois, je préparais mes dernières questions pour l'interview, voilà. Du coup, j'en profite pour le dire, voilà, on peut faire vraiment plusieurs choses en même temps et sans perdre son temps. Ouais, c'est ça. Bon, pas trop bien, Martin. C'était Est-ce que tu pourrais, juste avant le mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous montrer le fauve, évidemment sans le casser, sans te démettre une vertèbre? Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, voilà. Si vous nous écoutez en podcast, allez voir la version vidéo sur Twitch ou YouTube. Oh là 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 là. Le fauve, voilà. Et alors, il y a un truc qui est très bizarre, c'est c'est très égotique, parce que à chaque fois que tu le regardes, tu te vois. Tu te regardes toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça brille de mille feux. Ouais. Tes enfants doivent être trop fiers.
Oui, ils se disent, mais il est où? Génial. Et je vais aussi vous montrer le travail de... Ah oui, magnifique. Faut que tu nous expliques là. Donc, alors, ça c'est le Grand Prix de la critique. Je l'ai mis dans son petit présentoir. Et donc, le Grand Prix de la critique, c'est l'auteur qui l'a eu précédemment qui fait la récompense de celui qui va l'avoir. Donc, moi, je serai chargé l'année prochaine de faire le prix. Et elle a fait un masque, elle fait un travail déjà génial, et elle fait un masque. Waouh. Et elle a écrit... On dirait un masque de lucha libre ou mélangé avec des couleurs péruviennes. Enfin, c'est étonnant. Vous pourrez voir sur Instagram de Martin. Super. Et ouais, c'est un super boulot. Ça met la pression pour au crochet. Pour la suite. Ah oui. Va falloir que, je sais pas, vu que tu fais tout en digital, je sais pas comment tu vas faire. Mais j'ai des petites idées. Mais ouais. Mais en fait, le premier qui l'a reçu, c'était je sais plus comment il s'appelle, il est décédé récemment. Bref, c'était une Bloody Mary. Et ils ont repris cette idée et, par exemple, Chris Ware, il a fait un film d'animation. Ah oui, carrément. Il y en a, ils font des poupées. Il y en a, ils ont fait un pantin. Il y en a, ils font des dessins. On dit généralement, c'est des dessins. Une BD. Tu fais une BD pour cette personne. Ouais, non, parce qu'on va pas... C'est dans un an, t'as pas 8 ans. Ou 12, je sais pas. Non, puis j'ai genre 2 mois pour le faire. Ah ouais, ok. Non, mais on s'inquiète pas. Bon, merci beaucoup, Martin. Merci pour ce moment. Pour cette interview. Je suis content, on a pu aller sur des chemins, je pense que j'avais pas encore entendu jusque-là dans ton histoire. Donc, merci de t'être super prêté au jeu. Merci à vous tous et toutes qui nous avez regardés aujourd'hui et qui avez été patients pendant nos petites erreurs techniques des premières 20 minutes. J'espère régler ça la prochaine fois. Ouais. On vous donne du coup rendez-vous dans une semaine pour les membres du Patate Club en compagnie de Anne-Bénédicte Febel, éditrice, directrice générale et artistique de Maison Georges. Ah ouais. Et dans 2 semaines avec Claude pour le grand retour le comeback de Claude. Clauderie. Ouais. Un épisode qui va sûrement pas mal vous intéresser parce que on va parler de cette tension entre justement les projets de commande et les problèmes éthiques ou genre comment on se retrouve en termes de sens. Il y a l'argent, il y a les engagements, les problèmes de société. Enfin bref, un épisode intitulé Enquête de sens, tout un programme. Alors sur ce. Et puis on rappelle que la couleur des choses est disponible dans les bonnes librairies. Allez acheter ce livre, allez le louer. Trouvez aussi la BD sur Star Wars. Vous allez scroller pendant 20 minutes. Ça va être une sacrée expérience. Allez suivre Martin sur les réseaux. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected. Là, normalement, ça doit se lancer. Et ça ne se lance pas. Outro. Qu'est-ce qui va se lancer? Allez, la petite outro. Est-ce que ça se lance? Et non. Bonne journée. On peut faire nous-mêmes, genre. C'était Sens Créatif. Merci d'avoir écouté. C'était Laurent et Jérémy avec Martin en direct sur Twitch. On aura eu des problèmes techniques jusqu'au bout. C'est pas grave. Il y a déjà notre bêtisier, c'est cool. Voilà. Je vais couper et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye. Ciao, bye bye.